Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 148. Et pour ce numéro, je vous propose un très joli exercice d'analyse qui va vous amener à démontrer une généralisation d'une formule que vous connaissez bien. J'ai nommé la formule de Stirling. L'énoncé précis du jour est le suivant. Nous allons considérer la fonction gamma, qui est la fonction gamma de l'air, dont on rappelle la définition ici. Et on veut démontrer que gamma de x, quand x tend vers l'infini, est équivalent à cette très jolie expression. D'ailleurs, on admettra pour cet exercice l'égalité suivante, l'égalité d'intégrale ici, qui n'est rien d'autre qu'un calcul d'intégrale de Gauss. Bon, j'ai plusieurs choses à dire concernant cet exercice avant de me lancer d'abord à vous donner un plan de résolution, puis ensuite de résoudre cet exercice. On va parler tout d'abord du niveau. Cet exercice peut très bien s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'outils évolués en analyse pour attaquer cet exercice. Essentiellement des outils qui font appel à des choses en lien avec les fonctions à paramètres, intégrales à paramètres. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose de plus en fait. Donc, en effet, cet exercice peut très bien s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire sans grande autre difficulté. Cette formule porte un nom, donc c'est la deuxième chose que j'aimerais dire. Cette formule porte un nom et ça s'appelle la formule asymptotique de Stirling. Formule asymptotique de Stirling, ou aussi appelée formule de Stirling continue. Car en effet, elle n'est pas sans lien avec la formule de Stirling que vous connaissez bien, que je vais rappeler, ça va être n factoriel, équivaut quand n tend vers l'infini à racine de 2pi n fois n sur e à la puissance n. Alors comment on obtient cette formule-là en partant de cette formule-là? Remplacez x par n et n'oubliez pas de multiplier par n. Donc en effet, prenez x égale n et multipliez par n l'expression. Car attention, gamma de n, ça n'est pas n factoriel, hein, c'est n-1 factoriel. D'accord? Donc comme gamma de n c'est n-1 factoriel et nous on veut avoir n factoriel, il ne faut pas oublier de multiplier par n. Donc je pense que ce n'est pas un exercice très difficile de voir que si vous remplacez x par n et que vous multipliez le tout par n, vous trouvez en effet la formule de Stirling que vous connaissez bien. Cette formule de Stirling, on l'a croisée déjà à plusieurs reprises. Je vais mentionner quelques endroits, notamment l'exo de Colle numéro 30, où nous avions démontré la formule de Stirling en détail avec des outils de première année de classe préparatoire et notamment passant à travers les intégrales de Wallis. Et nous avons fait tout récemment, donc c'est la dernière vidéo, c'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, nous avons fait une version de cette résolution sous la forme d'un développement, donc développement numéro 1, c'est-à-dire une résolution qui peut tenir sur 15 minutes et qui peut être fort utile pour les gens qui préparent l'agrégation ou éventuellement le CAPES. Donc en effet, il faut être capable de faire des démonstrations de certains résultats dans un cadre limité, là notamment dans un cadre de 15 minutes où on essaie d'effacer un minima le tableau. Eh bien, je vous ai proposé donc une preuve, la même preuve que dans l'exo de Colle numéro 30, mais sous un format de développement qui peut être assez utile pour les gens qui préparent l'agrégation. Donc voilà, ça c'est déjà deux références. Une autre référence que je peux donner, c'est aussi le complément numéro 4, où nous avons vu une autre preuve de la formule de Stirling utilisant de la probabilité. Donc en effet, en utilisant des variables de Poisson de paramètre 1, on peut démontrer en utilisant également le théorème central limite que nous avons la formule qui est ici. Alors bien sûr, il y a encore 2-3 points de calcul. Si vous voulez revoir ces détails, je vous invite à jeter un coup d'œil à ce complément. Tous les exos, toutes les vidéos que je propose sont bien sûr en lien en description si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil. Je les cite parce que ça me paraît super important si vous voulez connaître un peu le cadre de cette formule de Stirling. Et ça va être la même chose pour les autres outils qui sont liés dans cet exercice. Je vais mettre les liens donc, de toutes les vidéos que je mentionne en description bien sûr, si tant est que vous voulez passer un peu plus de temps à comprendre ces différents outils et également peut-être voir un peu plus le cadre dans lequel s'inscrit cet exercice. Donc là notamment, on va continuer un peu sur les références avec la fonction gamma. Donc la fonction gamma de l'air, on l'a déjà vu à quelques reprises sur la chaîne et notamment j'ai deux exos à vous citer. C'est l'exo de Colle numéro 83 et l'exo de Colle numéro 98. Alors dans l'exo de Colle numéro 83, on établit une jolie formule pour démontrer,
pour expliciter gamma. Alors expliciter c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on a une jolie formule qui est établie dans cet exode code numéro 83 que je vais rappeler. C'est gamma de x égale la limite quand n tend vers l'infini à n factoriel n puissance x sur le produit des x plus i allant de 0 à n. Voilà, donc on a une très jolie formule qu'on arrive à établir dans cet exode code numéro 83. Et dans l'exode code numéro 98, on établit en fait que gamma de x peut être caractérisée par le fait qu'elle est log convexe, que gamma de x plus 1 est égal à x fois gamma de x, et je crois que gamma de 1 est égal à 1. Donc avec toutes ces conditions, on peut, et sachant que gamma est aussi une fonction strictement positive, qui va de R plus étoile vers R plus étoile, avec toutes ces conditions, on arrive à démontrer que gamma de x est la seule fonction qui vérifie à toutes ces conditions. Donc voilà, c'est un très joli exercice. Alors, il y a quelque chose que je devrais dire, que j'ai oublié de dire au moment où j'ai parlé du développement, et je vais le mentionner maintenant. Dans le développement numéro 1, pour ceux qui l'auraient déjà vu, je mentionne le fait qu'on peut démontrer cette formule-là en partant de cette formule-là. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser cette formule-là. D'accord? Je vais démontrer cette formule-là totalement indépendamment de la formule de Stirling initiale. Ça peut paraître surprenant, mais en effet, on peut démontrer cette formule-là sans avoir besoin de cette formule-là. Du coup, ça va nous donner une autre démonstration de la formule de Stirling. Puisque si on démontre cette formule-là sans celle-là, bon bah après avoir démontré cette formule-là, vous remplacez exactement x par n multiplié par n, vous avez la formule de Stirling classique. Donc aujourd'hui, on va faire une démonstration super élémentaire, vraiment, ça va passer à travers des outils de deuxième année de classe préparatoire très classiques, et le plan que je vais vous donner, ça va vraiment vous faire penser à un sujet type CCP, donc il n'y a vraiment pas de grosses difficultés dans la résolution que je vais vous amener, et on va pas du tout utiliser la formule de Stirling là-haut. Maintenant, pour ceux qui peuvent être un peu frustrés par ce que je viens de dire, parce que dans le développement, je mentionne le fait qu'on peut démontrer cette formule-là en utilisant cette formule-là, eh bien, ne vous en faites pas, on fera un numéro du complément dans lequel on démontrera cette formule-là en utilisant la formule de Stirling classique. Et juste, sans trop vous divulgacher, mais bon, il faut en parler un petit peu, comme j'ai rappelé cette formule-là, je peux vous mentionner qu'en effet, on va utiliser cette formule-là dans le numéro du complément, je ne sais pas encore lequel, mais dans un futur numéro de complément, eh bien, on va utiliser cette formule-là, puisqu'on voit le n factoriel apparaître, c'est pas pour rien, en effet, ce n factoriel, on peut l'utiliser pour la formule de Stirling. Donc en fait, on va utiliser cette formule-là, faire du développement asymptotique autour de cette formule-là, pour en déduire un développement asymptotique de notre fonction gamma, qui va nous amener à avoir le résultat qui est ici. Donc oui, en effet, il y a un lien qu'on peut très bien établir entre cette formule-là et cette formule-là, d'accord? Et ça, on verra ça dans un numéro de complément, je n'aurai pas le temps d'en parler davantage ici. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous proposer une résolution qui n'utilise pas du tout la formule de Stirling là-haut, et vraiment une résolution presque, j'ai envie de dire, au ras des pâquerettes, c'est-à-dire que c'est une résolution vraiment passant à travers des outils très classiques de deuxième année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir, encore une fois, d'énormes connaissances sur tout ce qui est en lien dans cet exercice. Bref, donc voilà, maintenant que c'est dit, donc l'exode code 83, c'est pour établir cette formule. L'exode code 98, c'est pour caractériser la fonction gamma par sa log convexité et d'autres petites propriétés. C'est ce qu'on appelle le théorème de Bohr-Moller-Up, pour ceux qui connaîtraient. Et puis, dernière référence, parce qu'on en parle, l'intégrale de Gauss ici. Eh bien, l'intégrale de Gauss, on l'a déjà vu à au moins 2 reprises sur la chaîne. J'ai l'exode code, un vieil exode code, l'exode code numéro 9, dans lequel on se lance dans une preuve de calcul de l'intégrale de Gauss. Alors, c'est pas v carré sur 2, c'est pas moins v carré sur 2 dans l'exposant, c'est moins v carré, mais à un changement de variable près, c'est la même chose. Eh bien, l'exode code numéro 9 vous propose de faire un calcul utilisant également des intégrales à paramètres, et donc tout à fait attaquable en deuxième année de classe préparatoire. Et je vous propose aussi le numéro du complément numéro 1 ici, puisque dans ce numéro, on se propose d'attaquer d'autres preuves de calcul de l'intégrale de Gauss en étant absous cette fois-ci d'être restreint dans le programme de classe préparatoire grandes écoles. Donc c'est-à-dire qu'on on peut utiliser des intégrales multiples, on peut aussi utiliser quelques outils d'analyse complexes. Bref, voilà, je vous laisse le plaisir d'aller y jeter un coup d'œil si cela vous intéresse. Bon voilà, ça fait déjà beaucoup de choses de dit et beaucoup de références qui
comme vous pouvez le constater, montre à quel point cet exercice peut être vu comme un exercice assez central par rapport à des notions que l'on rencontre en classe préparatoire, puisque je vous rappelle que l'objectif de tous ces exos de colle et les petits exos de colle, c'est aussi de vous donner une banque pour les classes préparatoires, grandes écoles, et ça vous montre aussi que ces différentes notions, la fonction gamma, la formule de Stirling et l'intégrale de Gauss, sont toutes des choses hyper importantes, hyper classiques de classe préparatoire. Bref, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je pense pas forcément, donc je vais vous inviter dès maintenant à faire une première pause sur la vidéo pour essayer de réfléchir un petit peu à comment vous pourriez chercher à démontrer cette équivalence-là un peu par vous-même. Hein, l'idée étant de vous laisser un peu la possibilité de réfléchir un peu par vous-même sans que je vous donne de pistes. Et puis une fois cette première pause passée, je vais vous donner un plan précis pour démontrer ce résultat-là. Ce plan va être écrit vraiment type sujet concours CCP, vous allez voir. Et puis une fois que je vous aurai donné le plan, je pense que vous aurez tous les outils à votre disposition pour démontrer le résultat que l'on souhaite. Donc je vous invite dès maintenant à faire une première pause avant que je ne vous donne un plan de résolution. Ok, eh bien j'espère que vous aurez essayé. Je pense vraiment que ça vaut la peine d'avoir quand même passé un peu de temps à réfléchir à l'exercice sans avoir d'autres indications. Voilà. Alors je vais vous donner maintenant un plan de résolution. Alors on va commencer par démontrer un truc assez élémentaire, mais qui va être important pour la suite. On va considérer la fonction θ, qui a u associe ln de 1 plus u moins u, et on va le regarder notamment sur l'intervalle moins 1, 1. J'aimerais qu'on démontre, donc montrer que, eh bien pour n'importe quel u dans l'intervalle moins 1, 1, on a θ de u qui est inférieur ou égal à moins u carré sur 6. Voilà, petite inégalité qui n'est pas super difficile à démontrer, mais voilà, je pense que c'est quand même un exercice important à savoir faire, et ça va être très utile pour la suite. Pour le moment, vous ne voyez pas forcément pourquoi, mais vous allez le voir avec les questions qui vont suivre. Question 2. Je vous propose de considérer la fonction a de variables, donc psi de x v, comme étant exponentielle de x fois θ de v sur racine de x, le tout fois l'indicatrice, la fonction indicatrice de l'intervalle moins racine de x, calculée en v. Donc après avoir justifié que cette fonction-là est intégrable, donc après avoir justifié que la fonction qui a v associe psi de xv est intégrable pour tout x réel positif non nul, montrer que la limite, quand x tend vers plus infini de l'intégrale de moins infini à plus infini, donc est intégrable sur R, j'ai oublié de dire, de psi de xv dv, eh bien c'est exactement l'intégrale de Gauss qui est ici, donc moins infini à plus infini de exponentielle moins v carré sur 2 dv. Ok, troisième étape. On va s'intéresser, alors on va pas regarder gamma x directement, frontalement, on va regarder plutôt gamma de x plus 1. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est de montrer que gamma de x plus 1, eh bien c'est équivalent quand x tend vers plus infini à sa partie proche de 0. Donc bon, quand je dis proche de 0, c'est pas tout à fait proche de 0, mais c'est en tout cas la partie qui va s'étendre vers plus infini. Donc comme intégrale de 0 à 2x de t puissance x exponentielle moins t dt. Donc je vous propose de démontrer cette équivalence-là. Voilà. Une fois que vous avez démontré cette équivalence-là, 4, je vais vous proposer de démontrer en fait que gamma de x plus 1 peut s'écrire autrement. Donc en fait on peut démontrer, alors c'est pas gamma de x plus 1, c'est l'intégrale qui est ici. Donc ensuite montrer que l'intégrale de 0 à 2x
de t puissance x moins t dt. En fait, ça peut se réécrire autrement par du changement de variable, et c'est là où on va commencer à imbriquer tout le puzzle, puisque là, on va revoir le psi de xv que je viens d'introduire. Donc, on a x sur e puissance x fois, et c'est là où je me pose un peu la question, si c'est divisé par racine de x ou multiplié. Je pense que c'est divisé par racine de x. Donc, on devrait avoir fois 1 sur racine de x, puis ensuite fois, du coup, l'intégrale de moins infini à plus infini de psi de xv dv. Donc on devrait avoir ça. Et 5, conclure. Voilà. Donc voilà la résolution que je vous propose. Très jolie résolution. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment que des outils élémentaires. Il y a une petite étude de fonction, rien de bien méchant pour démarrer, c'est ce que je vous propose ici. Ensuite, vous avez à passer à travers un truc, je pense, super classique de deuxième année de classe préparatoire. Vous devriez reconnaître quel résultat on devrait appliquer pour obtenir le résultat final ici. Et puis, pour le reste, là, le 3, c'est un petit peu subtil, mais ça se fait assez bien. Pour le 4, pareil, un petit peu subtil, il y a un changement de variable à effectuer, mais pas si difficile que ça. Et puis une fois que vous avez établi du coup 4, je pense 3 et 4 notamment, eh bien vous pouvez conclure. Et je pense que ça ne devait pas être divisé par racine de x, je suis en train de me dire, ça devait être multiplié par racine de x. Hop. Parce que c'est gamma de x plus 1, voilà, je viens de penser. Donc c'est gamma de x plus 1, donc c'est multiplié par racine de x, c'est pas divisé par racine de x. Bref, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut, donc je vais vous inviter à nouveau à faire une pause sur la vidéo avec ce plan-là sous vos yeux pour essayer de résoudre l'exercice et donc de démontrer cette équivalence par vous-même avant que je ne le fasse moi-même. Ok, c'est parti donc pour résoudre cet exercice. Hop, j'espère que vous avez le plan bien en tête. De toute façon, vous avez un chapitrage qui va être donné sur cette vidéo qui vous permettra de ne pas vous perdre sur les différentes choses à démontrer. Hop. Et donc commençons par démontrer cette inégalité concernant la fonction θ. J'enlève plan et je vais mettre résolution. Ok, alors pour démontrer cette inégalité-là, il y a une façon hyper classique, c'est étude de fonction. Ça, je vous assure que ça marche. C'est-à-dire que vous allez regarder θ de u plus u carré sur 6. Vous faites une étude de fonction en dérivant, en regardant le signe, etc. Bon, ça se fait assez bien, je pense. Donc, je ne vais pas vous proposer cette résolution-là. Cette résolution-là, elle est assez classique, pas de difficulté. Là, je vais vous proposer une résolution un petit peu plus subtile et un peu rigolote à voir. C'est une résolution utilisant les séries entières. Alors, en effet, ln de 1 plus u, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le développer par rapport aux séries entières. Donc, vous pouvez l'écrire sous la forme somme des moins 1 puissance L moins 1 fois u puissance L sur L, avec L qui va de 1 à l'infini. Donc, ce développement, il est valide pour tout u dans l'intervalle moins 1, 1. Ça tombe bien, c'est l'intervalle dans lequel on étudie notre fonction θ. Bon. Alors maintenant, si je regarde d'un peu plus près θ, eh bien, θ de u, ça n'est rien d'autre que la même série, mais à partir de L égale 2. Maintenant, si j'enlève moins u carré sur 6, que se passe-t-il? Alors, on va regarder un petit peu. Si j'enlève moins u carré sur 6, donc je vais avoir, que je ne fasse pas de bêtises. Alors, je devrais avoir u carré sur, en espérant ne pas faire de bêtises, je suis en train de me demander. Donc, je devrais avoir u carré sur 2, c'est ça. Donc, moins u cube sur... J'espère que je ne me plante pas sur le signe. C'est ça que je suis en train de me poser comme question, en fait. Je pense qu'il doit y avoir moins ici. Oui, c'est un plus, voilà, c'est pour ça. Ok, donc maintenant, je vais me retrouver. Ah, ok, donc si je fais ça, ok, je vais avoir... Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, je rattrape. Donc, on devrait avoir moins u carré sur 2, donc ça, c'est bon. Ensuite, je fais plus u carré sur 6. On va simplifier ça. Et après, bien sûr, on a le reste de la série, mais ce qui va m'importer, c'est le terme d'après, u cube sur 3, et après tout le reste, je peux le laisser tranquille, L allant de 4 plutôt, à l'infini de moins 1 puissance L moins 1, U puissance L sur L. Voilà. Alors si je rassemble un tout petit peu ces choses-là, je me rends compte que je vais obtenir en fait moins U carré plus U cube
sur 3. Et ça, c'est pas dur de donner le signe de ce truc-là. Alors bien sûr, si U est négatif, ça va très vite. Hein, tous les termes que je vais obtenir vont finalement être négatifs, donc bien sûr, l'expression qui est ici est négative. Hein, donc vous pouvez déjà traiter le cas U négatif. Bien sûr. Mais si U est positif, eh bien vous pouvez comparer U carré avec U cube, puisque je vous rappelle que U est quand même plus petit que 1. Et donc U carré est plus grand que U cube, ce qui veut dire alors que donc U carré est plus grand que U cube, ce qui veut dire que ce terme-là est négatif. Et ici, vous avez quoi? Eh bien, vous avez une série qui satisfait aux critères des séries alternées. Donc ça satisfait au CSSA, donc critère spécial des séries alternées. Et comment on donne le signe? Parce que c'est ce qu'on se pose comme question. Comment on donne le signe d'une telle série? Eh bien, en fait, le signe est déterminé par le premier terme. Signe du terme, du premier terme. Et ici, le premier terme, c'est L égale 4. Mais L égale 4, bah, vous avez moins 1 puissance 3 qui est négatif. Donc ça veut dire que le signe de cette expression est négative. Pas mal, hein? Moi, je trouvais ça joli comme façon de démontrer. Donc je voulais vous partager cette façon de démontrer. Donc voilà, vous voyez que vous avez donc un truc négatif avec un autre truc négatif. L'addition de deux trucs négatifs, ça donne un truc négatif. Donc on déduit en effet que θ de u plus u carré sur 6 est bien inférieur ou égal à 0 pour tout u dans l'intervalle moins 1, 1. Et donc, on obtient l'inégalité souhaitée. Encore une fois, je le répète, si vous n'avez pas vu ça, étude de fonction, hein, d'accord? Une étude de fonction bête et méchante, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème avec ça. Et vous allez voir qu'il y a un endroit où ça va valoir 0, c'est en 0. Et puis en dehors de u égale 0, vous allez avoir un truc qui tend vers moins infini d'un côté, et de l'autre côté, bon, je sais pas trop, j'ai pas vérifié, mais il doit y avoir du ln de 2 et peut-être 2-3 choses qui simplifient. Mais bref, vous allez vous retrouver avec un truc qui est également négatif. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu de regarder, de voir cette autre résolution. Parce que bon, bah, quand on peut faire un peu dans l'originalité, on en profite. Hein. Donc je profite de l'originalité. Hop. Et donc on vient de démontrer ce premier point. Je vais peut-être écrire juste l'expression de θ dans un coin, parce que je veux pas qu'on perde de vue à quoi ressemblait θ. Donc je vais l'écrire là-haut. Je rappelle que θ de u, donc, c'est ln de 1 plus u moins u. Et on vient de démontrer que c'est inférieur ou égal à moins u carré sur 6 sur moins 1, 1. Voilà, très bien. Alors, deuxième étape. Donc, deuxième étape, on va regarder l'intégrale. Donc, on va regarder une fonction à paramètres. Je vais rappeler son expression. Donc, c'est exponentielle de x fois θ de v sur racine de x. Le tout fois l'indicatrice sur l'intervalle moins racine de x calculée en v. Ok, alors, cette fonction-là, c'est une fonction continue en v. D'accord? Donc, v, donc pour x fixé. Donc, dans R plus étoile fixée. On a la fonction qui a v associe psi xv, qui est continue. Et on peut même dire qu'elle est continue sur le segment. Alors, que je fasse un peu attention quand même. Ouais, elle est alors il y a quand même un petit truc subtil à mentionner, mais donc elle est bien continue sur le segment en fait. On peut démontrer qu'elle est continue sur le segment moins racine de x, racine de x. La petite subtilité étant que se passe-t-il quand v égale moins racine de x. Donc je vais l'écrire. Hop. Donc quand v tend vers moins racine de x, en fait on va avoir θ de v sur racine de x qui va tendre vers moins infini. Et comme x est positif, bon, ça veut dire que tout ce truc-là tend vers moins infini. Exponentielle d'un truc qui tend vers moins infini, ça tend vers 0. Donc psi de xv tend vers 0 quand v tend vers moins racine de x. Donc voilà. Donc ça permet d'assurer que tout va bien. Et en 1, il n'y a pas de problème. Hein, d'accord? Un θ de 1, il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on a θ de racine de x, je veux dire.
enfin de θ de racine de x sur x, donc θ de 1, je n'ai pas dit de bêtises. Donc très bien, on a cette chose-là, donc cette fonction psi est bien continue sur le segment, donc elle est bornée, hein, et atteint ses bornes si on veut, on peut utiliser ça. Et du coup, ça veut dire que cette fonction-là, elle est bien intégrable sur l'intervalle, ou même le segment moins racine de pi, moins racine de x, racine de x. Et donc, une fois que vous avez ça, eh bien, vous savez qu'en dehors de cet intervalle, vous valez 0, donc bah, c'est terminé, quoi. Psi, ainsi, v qui associe psi de x, v, est intégrable, hop, sur le segment moins racine de x, racine de x, et donc sur R, car elle est nulle en dehors de cet intervalle. Donc en dehors de l'intervalle moins racine de x, moins racine de x, racine de x. Voilà. Donc c'est pas très difficile de vérifier en effet que cette fonction-là est bien intégrable pour tout x. Ça vient vraiment de juste, j'ai une fonction continue sur un segment, donc bornée, hein, etc. Donc voilà, alors ça c'est bon. Alors maintenant on va démontrer le gros du gros, c'est la limite quand x tend vers plus infini de l'intégrale suivante. Je réécris juste ce qu'on veut démontrer. Et bien ça doit être égal à l'intégrale de Gauss. Voilà, donc on veut démontrer ça. Alors pour démontrer ça, eh bien là il faut penser au théorème de convergence dominée. Hein, normalement c'est ça, c'est ce réflexe-là qu'il faut avoir. Donc théorème de convergence dominée. Dominée. Hop, qui va nous permettre de faire l'échange limite intégrale. L'interversion limite intégrale. Très bien, alors la première chose qu'il faut constater, c'est donc que la fonction qui avait associé ce truc-là, c'est une fonction continue par morceau et intégrable sur R pour tout x. Donc, pour tout x, comme on vient de le dire, la fonction qui avait associé psi xv est continue par morceau et intégrable sur R. Ça, c'est bien. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la limite de cette chose-là quand, cette fois-ci, quand V est fixé, je pense encore une fois. Non, là, c'est V est fixé, c'est pas X, voilà. Donc là, à V fixé, eh bien, la limite de psi xv quand x tend vers plus infini, eh bien, j'affirme que c'est exactement la fonction qui est ici. Enfin, on tend vers cette fonction-là. Alors pourquoi c'est pas très difficile, faites un développement limité d'ordre 2 de ln de 1 plus u. Donc en effet, la première chose qu'il faut constater, c'est que comme x tend vers plus infini, donc, comment on démontre? On démontre par le fait que comme x tend vers plus infini, il existe bien un x0 réel positif non nul, tel que pour n'importe quel x plus grand que x0, on va avoir la valeur absolue de v qui est inférieure à racine de x, ce qui permet d'assurer qu'il y a un moment donné, psi xv, c'est bien égal à l'exponentielle, hein, donc je n'ai pas besoin de regarder l'indicatrice, ça va être l'exponentielle de x θ de v sur racine de x. D'accord. Et d'autre part, eh bien, j'ai v sur racine de x qui tend vers 0, quand x tend vers plus infini, ce qui me permet de dire que θ de v sur racine de x, en faisant un dl2 de ln, donc x qui tend vers plus infini, dl2 de ln de 1 plus u, si vous voulez. Donc si je fais un dl2, ça revient à reprendre la série entière que j'ai donnée tantôt avec ln. Et en fait, on va avoir le terme en v sur racine de x, donc le terme en u qui va se simplifier. Le seul terme qui va survivre, ça va être le u carré sur 2, donc moins u carré sur 2. Donc on va avoir finalement x. Alors j'ai oublié de multiplier par x pour l'instant, mais c'est pas grave. Donc on va avoir finalement moins v carré sur 2x, racine de x au carré, ça fera x, plus... ça fera x en plus parce que x est positif d'ailleurs au passage.
plus un petit taux donc de 1 sur x. Donc on se retrouve avec ça. Et bien sûr, je multiplie par x l'expression. Tac, tac, ce qui va me donner finalement moins v carré sur 2 plus petit taux de 1. Et donc, bah, ça veut dire que la limite de cette expression, c'est moins v carré sur 2. Donc la limite de x, θ de v sur racine de x, quand x tend vers plus infini, c'est moins v carré sur 2. Puis ensuite, vous faites la composition des limites par le fait que l'exponentielle est continue sur R. Donc, composition des limites. Et ça vous donne bien que psi, ça vous donne bien l'expression qu'on veut, c'est-à-dire enfin, la limite qu'on veut qui est ici. Voilà, donc très bien, ça c'est fait. Alors après, il nous faut une domination, hein. J'ai pas encore fini. Là pour l'instant, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire un autre truc, c'est que cette fonction-là, elle est bien intégrable. D'accord? Donc avec v qui est associé exponentielle moins v carré sur 2 intégrable. Alors vous pouvez utiliser le résultat donné, puisqu'on vous a donné l'intégrale, et en plus la fonction est positive. Donc on vous a donné finalement le fait que cette fonction-là est intégrable, puisque cette intégrale converge et vous racine de 2π. Vous pouvez très bien faire ça. Ou alors vous faites la comparaison avec les intégrales de Riemann, un truc assez classique, montrer que ce truc-là est un petit taux de 1 sur v carré par exemple. Voilà, en plus infini, ça pose pas de problème. Tout en n'oubliant pas de dire que cette fonction-là est bien continue sur R. Bien sûr. Ça c'est le truc assez classique qu'on oublie. J'efface ici pour essayer d'écrire tous les arguments sur le même tableau avant d'effacer. Donc, on est content, on a ça, ça marche, on a la limite, ça aussi on est content, et donc comme je disais, il nous manque la domination. Et donc pour la domination, eh bien, on va utiliser l'inégalité de la première question. Donc via 1, on sait que exponentielle, en passant par l'exponentielle, parce que la fonction exponentielle est croissante, donc je peux écrire ceci, θ de v sur racine de x, ben ça c'est inférieur ou égal à exponentielle. Et là, je dois avoir x fois moins v carré sur 6x, mais le x va se simplifier, donc ça va donner moins v carré sur 6. Donc après, je peux mettre des valeurs absolues, bon, ça ne changera pas grand-chose, mais je vais les mettre. Et du coup, ça veut dire que psi, finalement, psi de xv en valeur absolue est inférieur ou égal à cette expression, et la fonction, toujours, il faut le dire, cette fonction-là, c'est bien une fonction intégrable et positive. Donc, positive, continue, intégrable sur R. Donc là, on a bien tout ce qu'il nous faut. On a la continuité selon la variable V. On n'a pas besoin de la continuité selon la variable X. Hein, notez-le, puisque là on est en train de regarder une limite en plus infinie, c'est pas comme si on était en train de regarder en un point donné. Mais bref, on a la limite enfin on a la continuité par morceau et l'intégrabilité par rapport à V. On a le fait qu'à V fixé, quand x tend vers plus infini, on a cette chose-là, qui permet d'assurer l'intégrabilité, enfin qui permet d'assurer la limite existante et l'intégrabilité de la limite. Ça c'est cool. Et puis la dernière chose, c'est la domination, c'est super important, donc d'avoir une fonction positive intégrable qui majore notre fonction en valeur absolue ou en module. Donc on peut appliquer, donc via ce théorème, on a deux points, exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus infini de l'intégrale, qui est égale à, en effet, l'intégrale de Gauss. Moins v carré sur 2 dv, donc racine de 2π. Nickel. Donc ça, c'était le deuxième point de ce plan. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo s'il y a des choses pas très claires sur le moment, si vous avez besoin de réécouter, de revoir ce qui a été expliqué. Là, je peux avoir besoin de l'inégalité. J'aurais peut-être dû garder quand même l'expression de θ. Hop. Tac, tac. Donc, je vais peut-être réécrire l'expression de θ parce que j'ai quand même besoin de ne pas oublier ce que c'est. Bon, j'ai plus besoin par contre de l'inégalité. L'inégalité, j'en avais surtout besoin ici, pour utiliser
pour l'utiliser pour la convergence dominée. Donc très bien, ça on est content. Tac, tac. Alors maintenant, troisième étape, on va regarder gamma de x plus 1. Et on veut démontrer que, je rappelle, gamma de x plus 1 équivaut à l'intégrale de 0 à 2x de t puissance x exponentielle moins t dt quand x tend vers plus infini. Alors le truc astucieux, c'est de démontrer que l'autre partie d'intégrale qui nous manque, c'est-à-dire l'intégrale de 2x à plus infini, c'est négligeable par rapport à gamma de x plus 1. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc montrons que l'autre partie d'intégrale est un petit taux de gamma de x plus 1. Donc c'est ça la petite astuce. C'est pour montrer que c'est équivalent par Schall en fait, puisqu'on peut découper les deux intégrales, hein, bien sûr. Par Schall, il nous suffit de démontrer que ce truc-là est négligeable pour pouvoir affirmer que les deux-là sont équivalents. Donc ça c'est quand x tend vers plus infini, un petit taux de gamma de x plus 1. Ok, alors, c'est là où il faut que je réfléchisse un peu, parce qu'il y a un petit changement de variable à faire pour ne pas se perdre. Et je pense que le changement de variable, normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est le même que ce qu'on va faire après pour manipuler cette intégrale. Donc si je ne dis pas de bêtises, je dois normalement faire u plus x. Ok. Donc le changement de variable va être le suivant. Donc je regarde l'intégrale de x à plus infini de t puissance x moins t dt. Et ce que je veux faire, c'est le changement de variable u plus x égale t. Donc si je fais u plus x égale t, ça va me donner l'intégrale de 2x, enfin de x, pardon. Donc je fais le changement de variable, ça fait x, donc de x à plus infini, parce qu'il faut faire moins x par rapport à cette expression, de u plus x, très bien, à la puissance x, exponentielle moins u moins x du coup, c'est ça, du, puisque bien sûr dt égale du, par ce changement de variable affine, il n'y a aucun problème. Maintenant, la petite astuce qui va apparaître, c'est que je peux essayer de me ramener à gamma. Et comment je fais ça? Eh bien, en fait, je vais juste m'amuser du fait que u est plus grand que x. Comme u est plus grand que x, bah, du coup, 2u est plus grand que x plus 1. Donc, que x plus u, pardon. Et donc, par conséquent, je peux en effet majorer en utilisant, donc, comme je viens de le dire, que le fait que 2u est donc plus grand que u plus x, avec la chose suivante. Donc je vais avoir 2u puissance x, e puissance moins u, e puissance moins x du. Et là, magie, le 2 je le sors, le exponentiel je le sors, et on se retrouve finalement avec quelque chose qui peut être majoré par gamma de x plus 1. Donc là, je me retrouve avec, en effet, 2 sur e à la puissance x fois l'intégrale de x à plus infini de u puissance x e moins u du, et ça, c'est majoré par gamma de x plus 1. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ce truc-là? Eh bien, E, c'est environ 2,71 blablabla, d'accord, hein, c'est un nombre qu'on a déjà croisé à quelques reprises aussi. On n'a pas fini d'en entendre parler puisqu'on se rapproche doucement de la date de la sortie du 300e exode-call, au passage, mais bref. Donc, 2 sur E par sa valeur, et en valeur absolue, bon, je mets des valeurs absolues juste pour être dans la convention des calculs, ce truc-là est inférieur à 1. Ce qui veut dire alors que 2 sur e à la puissance x, ça tend vers 0, quand x tend vers plus infini. Et donc, bah, là, vous avez en effet ce truc-là qui est clairement positif, hein, parce que vous faites des intégrales de termes positifs, donc il n'y a pas de problème. Ce truc-là qui est positif et qui est majoré par un truc qui tend vers 0 fois gamma de x plus 1. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en effet que cette intégrale-là est bien négligeable par rapport à gamma de x plus 1. Et donc, par Schall, on a en effet l'équivalence souhaitée. Ouais, c'était pas...
C'est un peu astucieux, parce que là, il y a d'une part ce petit changement de variable, si on ne l'avait pas vu avant, c'est pas évident à voir. Même si dans notre oreille devrait sonner le fait que, ah oui, il faut qu'il y ait un exponentiel x qui doit apparaître, exponentielle moins x qui doit apparaître, donc dans notre oreille, on doit avoir envie de juste chercher à faire un changement de variable qui nous fasse sortir un exponentiel moins x, mais ce changement de variable n'est peut-être pas super trivial à trouver. Bon. Mais en tout cas, vous voyez que ça nous permet bien de démontrer ce truc-là comme étant un petit taux de gamma de x plus 1, et donc obtenir l'équivalence souhaitée par Duchal. Bien, encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo. J'efface. Et je vais avancer avec la quatrième partie, qui est de manipuler l'expression de l'intégrale qu'on a ici, 0 à 2x, afin d'obtenir une expression qui fait intervenir l'intégrale qu'on a vue en question 2. Hop, 4. Alors, l'intégrale de 0 à 2x de t puissance x exponentielle moins t dt. Bon, je vais faire exactement le même changement de variable. Donc, je vais encore faire u plus x égale t. Et ça va me faire l'intégrale de moins x à x. Donc déjà, ça me donne une intégrale sur un segment, ou en tout cas un intervalle qui est symétrique par rapport à 0. Donc c'est plutôt rassurant. De u plus x à la puissance x fois exponentielle moins u moins x. du. Et là, on va avoir normalement très envie, puisqu'on veut avoir une expression qui fait intervenir ce x sur e à la puissance x, on va avoir très envie de factoriser par x. Et de factoriser par exponentielle moins x. Donc si on fait ça, on se retrouve avec intégrale de moins x à x. Alors j'ai oublié de les mettre en facteur, je veux les mettre en facteur d'abord. Donc on va avoir x sur e à la puissance x, puisque c'est e puissance moins x, bien sûr. Et puis x puissance x, ok. Intégrale de moins x à x, de quoi? Eh bien de 1, bon je change un peu l'expression, 1 plus u sur x fois x, donc c'est normalement ça qu'on trouve. Très bien, fois exponentielle moins u, du. Et si on change un tout petit peu cette expression, on commence à voir poindre du nez une expression qui ressemble à θ, et c'est pas pour rien. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais avoir donc x sur e à la puissance x fois intégrale de moins x à x de exponentielle x ln de 1 plus u sur x moins. Et là, on a envie d'avoir un θ qui apparaît. Pour avoir un θ qui apparaît, j'aimerais bien avoir un u sur x. Et bien pour l'avoir, je vais factoriser par x. Donc je vais faire ceci. Et ça y est, j'ai un θ. On voit le θ poindre son nez. Donc là, on se retrouve en effet avec x sur e puissance x, intégrale de moins x à x, exponentielle de x θ de u sur x, fois du. Et c'est là où on voit qu'il y a un dernier petit changement de variable à faire, puisque ici, on devrait avoir un v divisé par racine de x. Pour l'avoir, eh bien, on va faire le changement de variable u égale racine de x fois v. Donc si je fais u égale racine de x fois v, ce qui veut dire que du c'est égal à racine de x fois dv, et c'est là où on voit la multiplication par racine de x, donc en effet c'était pas un divisé, c'était un multiplié, une multiplication, donc ça nous fait ceci, fois racine de x fois l'intégrale. Alors comme là j'ai divisé par racine de x, du coup mon v c'est u divisé par racine de x, donc là il faut que je divise par racine de x, j'obtiens moins racine de x à racine de x. Je répète encore une fois, x est positif, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de valeur absolue à faire intervenir. Et j'obtiens bien exponentielle de ce machin, exponentielle donc de x fois θ de v sur racine de x dv. Et cette intégrale-là, c'est exactement l'intégrale de psi de xv, car je vous rappelle que psi de xv est non nul sur l'intervalle moins racine de x, mais est nul en dehors. Donc en effet, ce truc-là, c'est bien égal à l'intégrale de moins infini à plus infini de psi de xv dv. Et voilà, on a l'égalité qu'on nous avait demandé. Et maintenant, on nous demande de conclure. Bon, je pense que je peux essayer de le faire sur le même tableau. Donc on peut conclure, car en effet, ce machin-là, d'après la question 2, c'est équivalent à l'intégrale de Gauss. Donc finalement, c'est équivalent à racine de 2pi. Et donc, on sait également que cette intégrale-là est équivalent à gamma de x plus 1.
Hop. Donc on se retrouve avec quoi? Eh bien on se retrouve avec gamma de x plus 1 qui équivaut quand x tend vers plus infini à quoi? Eh bien à x sur e puissance x fois racine de x fois racine de 2pi. Et c'est maintenant qu'on peut utiliser une formule assez classique de gamma, qui est le fait que gamma de x plus 1, c'est x fois gamma de x. Et on voit donc qu'il va falloir diviser par x pour obtenir le résultat, ce qui nous donne bien gamma de x équivaut quand x tend vers plus infini. Si je mets la partie racine devant, je vais avoir racine de 2pi sur x fois x sur e à la puissance x. Et ceci conclut la résolution de cet exercice. Pas mal, hein? Et vous voyez, vraiment, j'ai pas eu à faire appel à des choses si élaborées que ça. J'ai vraiment fait appel qu'à des choses assez minimales, comme le théorème de convergence dominée, des inégalités assez amusantes concernant ln de 1 plus u moins u, etc. Vraiment des... Et pareil, Charles, la question de négligeabilité qui est une petite astuce, mais qui est quand même un résultat hyper important. Si on veut démontrer que deux trucs sont équivalents, il nous suffit de montrer que, en fait, le reste, enfin en tout cas ce qui est comme terme supplémentaire pour obtenir exactement l'expression qu'on veut, c'est bien un terme négligeable. Donc voilà, ça par exemple, c'est un truc un peu astucieux, mais c'est en effet un résultat assez classique de cours. Et voilà, vraiment, on ne fait que appel à des notions assez élémentaires de deuxième année de classe préparatoire. Et vous avez vu qu'à aucun moment, j'ai fait appel à n factoriel. À aucun moment, j'ai eu besoin de faire appel à n factoriel. Tout était encapsulé dans l'étude de la fonction gamma. Alors oui, vous pouvez peut-être me râler dessus, mais je ne sais plus si je l'ai dit avant, mais je vais me permettre de le redire. J'ai admis quelques petites choses sur gamma, bien sûr. J'ai admis le fait que gamma de x plus 1 égale x fois gamma de x, mais ça c'est quelque chose qu'on a déjà démontré dans d'autres exos, les exos que j'ai mentionnés notamment. Donc les exos de colle 83 et 93, là, c'est deux exos de colle dans lesquels on a déjà parlé de gamma. J'ai déjà démontré des choses sur gamma, donc le fait que ce soit intégrable, tout ça, c'est des questions assez classiques, et je ne me suis pas penché davantage sur ces questions-là. Je pense que ce sont des questions tellement bateaux, tellement classiques, je pense que je pouvais m'en absoudre un petit peu pour cet exercice. Moi, ce qui m'importait, c'était de vous montrer la technicité qui vous permettait d'arriver à ce résultat-là. Et vous voyez, à travers donc le plan de résolution et la résolution en elle-même, j'ai pas eu besoin de faire appel à énormément de choses. Ce sont que des outils, et quand vous voyez le plan et la résolution associés, vous devriez vous dire, mais oui, en effet, c'est quand même quelque chose qui peut tomber sur un sujet concours, par exemple. Ça, c'est typiquement le type de plan d'exercice que l'on pourrait donner pour un sujet concours. Eh bien, voilà. Alors après, bien sûr, moi là, je vous ai proposé un plan qui ressemble pas mal à un sujet concours. On aurait pu ne pas forcément faire attention à ce plan et juste se lancer soi-même dans la résolution. Mais normalement, si vous cherchez à faire les premières manipulations pour avoir ce machin-là et éventuellement un racine de x, je pense que vous devriez faire intervenir un moment ou un autre cette fonction θ. Puisqu'il y a un moment ou un autre, avec vos changements de variables, vous devriez avoir une expression qui ressemble à ça. Et tout l'enjeu, c'est de comprendre le comportement de cette intégrale-là. Et ça, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui a été aussi fait dans des sujets concours CCP, il y a quelques années de ça. Je me souviens d'un sujet CCP, peut-être un des sujets que j'ai passé moi-même, sujet peut-être 2016, 2015 ou 2016, mais voilà, en tout cas, je pense que c'est vraiment typique, ce type d'étude et de calcul d'intégrale, avec en plus des fonctions indicatrices, c'est vraiment typique de ce qui peut se passer dans des sujets concours. Je pense que c'est assez important de vous les montrer, ces calculs-là, et de vous faire aussi, de vous mettre en avant aussi que ces techniques sont hyper importantes à maîtriser face à ce genre de choses. Et donc, en effet, hein, cette preuve-là étant totalement indépendante de Stirling lui-même, eh bien, je peux redémontrer Stirling à partir de cette formule. Quand même assez amusant. Donc, alors, voilà, encore une fois, pour ceux qui sont un petit peu frustrés par rapport à ce que j'ai pu dire au développement 1, ne vous en faites pas. D'ici peut-être quelques semaines, je vais vous sortir une vidéo qui va vous permettre de voir une démonstration de cette formule utilisant la formule de Stirling. D'accord ? Je pense que c'est assez joli à voir, et d'autant plus qu'on va utiliser une formule qu'on a un peu mentionnée, mais peut-être pas beaucoup, une formule appelée la formule d'Euler-Maclaurin.
Là, on va avoir vraiment besoin de cette formule. Alors, Maclaurin ou Maclaurin, je sais jamais comment on dit, mais c'est pas grave. Donc, cette formule-là va être super utile dans les calculs qui vont s'en suivre pour utiliser à la fois la formule de Stirling déjà connue, mais aussi pouvoir déterminer un équivalent en fait du ln de l'expression que j'avais donnée tantôt avec ce n factoriel n puissance x divisé par le produit là. Et à partir de cette expression et de ce développement asymptotique par rapport à n et par rapport à x, on va réussir à simplifier et se ramener à une expression qui nous donnera, en repassant à l'exponentielle, qui nous donnera l'équivalent qui est ici. Alors bien évidemment, les passages ln exponentiels, il y a aussi des subtilités. Bref, je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que ça demanderait, je pense, une vidéo entière complète là-dessus. Et c'est pour ça que je propose plutôt de le faire dans un numéro de complément. Je pense que ce sera beaucoup plus utile bah, voilà, beaucoup plus adroit, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire avant que je me mette à radoter. Je vous invite comme d'habitude à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette, bien sûr. Nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.